On remarque depuis le Covid que les formats qui marchent le mieux sur YouTube sont des formats très longs. Il y a un retour de la slow TV, il y a un retour du format storytelling. Les chaînes qui cartonnent depuis quelques années maintenant, c'est des formats comme Feldup, comme The Great Review. Regardez ce qu'a fait Inox avec Kaizen. Tu vois, alors lui, bon, il a mis les moyens, il est allé au sommet de l'Everest, mais il a quand même produit un documentaire long. C'est très long. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Dans l'ordre alors d'arrivée, Jean Massier, Julien et Lou. Je vous présenterai dans quelques instants, le temps que vous preniez place. Alors, je suis ravi d'être ici parmi vous. Il devait y avoir une petite intervention en préambule de cette table ronde d'Alice Antôme, directrice de l'école de journalisme de Sciences Po et correspondante en France du Reuters Institute, qui malheureusement a eu un empêchement. Mais il me paraissait quand même intéressant de vous passer quelques slides. Je vais essayer de faire ça vite, mais pour avoir un peu d'éléments de contexte et quelques chiffres à avoir en tête, c'est important. Comme l'a dit Bertrand, on revient un peu sur le A de R, qui est, vous l'avez compris, en filigrane, donc le A de l'adaptation, comment s'adapter aux nouvelles dynamiques de consommation des contenus d'information. Bertrand disait, vous le faites globalement plutôt bien, mais bon, dans dynamique, évidemment, il y a dynamisme, c'est quelque chose qui bouge beaucoup, et c'était donc intéressant de voir avec vous certains éditeurs, alors éditeurs on verra au sens large du terme, comment vous adapter. C'est l'objectif de cet échange. Donc je ne sais pas si on peut passer sur la slide. Voilà, donc c'est encore une fois, l'idée c'est plus de poser quelques éléments de contexte et des chiffres à avoir en tête. Les formats courts, comme les Reels, TikTok, qui captent l'attention, consommation mobile croissante. Vous le savez, j'ai mis des sources importantes à avoir en tête. Évidemment, je l'ai cité, le Digital News Report 2024. Il y a 2 ou 3 autres rapports, je crois qu'on a évoqué aussi ceux de l'Arcom tout à l'heure, qui sont importants à avoir en tête. TikTok, on en parle quand même que vous ayez en tête. C'est évidemment la plateforme où les utilisateurs passent le plus de temps par jour. En 2024, c'est en moyenne 58 minutes par jour sur l'application, ce qui est donc la plateforme la plus consommée en termes de temps par utilisateur. Aux États-Unis, 32% du temps passé sur les réseaux sociaux est dédié à TikTok. Donc c'est assez phénoménal. Évidemment, je dis tout ça pour avoir en tête ce contexte de guerre d'attention et comment on va pouvoir s'y adapter pour toucher, atteindre les audiences sur ces réseaux ou sur les écosystèmes des éditeurs. YouTube, pas en reste très populaire, avec des utilisateurs passant en moyenne 23 heures par mois sur l'application mobile. En Corée du Sud, quand même que vous ayez le chiffre, c'est 40 heures par mois sur l'application mobile de YouTube, donc c'est évidemment colossal. Instagram Reels également connu une croissance importante, augmentation de 9,5% du temps passé sur l'application, environ 34 minutes par jour. Et Facebook, évidemment, toujours là, du groupe Meta, une part significative du temps total passé sur les réseaux sociaux. En 2022, les utilisateurs passaient encore en moyenne 20 heures par mois sur Facebook. Sur la slide suivante, ça va illustrer, on l'a ici évoqué, notamment sur la première table ronde, c'est la perte des revenus, la diminution des revenus des médias traditionnels. On peut la chiffrer, entre 2002 et 2022, c'est 1 milliard d'euros de revenus en moins pour les médias traditionnels sur le marché français uniquement. Encore une fois, le Digital News Report en 2024 mentionne quant à lui la difficulté de maintenir la part des revenus publicitaires face aux plateformes numériques. Il y a toujours cet enjeu de captation des revenus par les plateformes. Je ne refais pas la table ronde précédente. Vous avez évidemment compris l'enjeu. Et puis, c'est aussi mettre en avant les nouveaux modèles économiques adoptés par les médias, tels que les abonnements dont on va parler tout à l'heure pendant l'échange. Slide suivante, si on se tourne vers le futur, c'est aussi un rapport prospective qui a été sorti par l'INA. Je ne sais pas si vous l'avez lu, si vous l'avez vu passer, je vous invite à lire, il est assez intéressant. Il trace 3 grands scénarios qui pourraient être le monde de l'information en 2050, avec le scénario
optimiste, on va dire, l'âge d'or de l'information reconnue comme un bien public, les citoyens qui financent directement les médias, donc une source un peu sûre de revenus via des abonnements, via des dons, une confiance dans l'information. C'est beau, on y croit, on va tous tendre vers ça, évidemment. Un scénario pessimiste qui est le chaos informationnel, avec une plateforme où l'IA domine dans la production, la diffusion de l'information, vérification des infos impossible, ça va trop vite, il y en a trop, une désinformation et des fake news qui prolifèrent. Donc c'est évidemment le scénario catastrophe qu'on va chercher à éviter, qui marginalise les journalistes, et un scénario médian, dans lequel probablement on est avec une fragmentation de l'information. L'information, voilà, elle est plus personnalisée, elle est façonnée par des algorithmes qui enferment des individus dans des bulles informationnelles. Les médias traditionnels perdent leur influence face à des créateurs de contenu indépendants et des plateformes, évidemment, avec des clivages sociaux et politiques qui s'accentuent. Voilà, donc le rapport met en garde contre ces scénarios. Donc, je vous invite à le lire, vous l'aurez compris, on est plutôt, je pense, dans un scénario médian aujourd'hui, mais rien n'est écrit. Et puis, la dernière slide que je voulais mettre, c'est voilà, les opportunités pour les médias de niche et contenus personnalisés dans ce monde de fragmentation. Il y a des vraies opportunités pour ces petits médias et des opportunités clés pour les éditeurs. Voilà pour le contexte. Je vais rejoindre maintenant nos experts pour la table ronde. Alors, je vous ai pas vraiment présenté, on va faire un petit tour de table pour ceux qui ne vous connaissent pas. Lou, qui est à ma gauche, Lou Lassina Foubert, tu es social manager chez Ouest France et pilote de Coloc, K-O-L-O-K, un nouveau média pour les 18-25 du groupe Ouest France. Tu peux rapidement te présenter, c'est correct? Tout est bon, oui. Ça fait 5 ans effectivement que je m'occupe des réseaux sociaux chez Ouest France. Et là, on vient donc de lancer un nouveau média, entre guillemets, à destination effectivement des 18-25 ans, qui a évidemment émergé aussi de cette notion de réseau, de vidéos courtes et de nouvelles façons de consommer l'information auprès de cette jeune génération. Voilà, on ne va pas uniquement parler de l'acquisition de nouvelles audiences ou de la manière d'aller toucher les jeunes, mais en tout cas, via notamment ton travail sur Coloc, ce sera quand même aussi en filigrane. Et à ta gauche, Jean Massier. Jean, bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. Tu es streamer, donc animateur et producteur. Alors j'ai mis producteur, je ne sais pas en réalité si c'était producteur. De Backseat, qui est donc un talk show de vulgarisation politique sur Twitch principalement, et auteur du livre Les jeunes, c'est le présent, aux éditions Payot, un livre qui est sorti, je crois, il y a quelques jours, c'est assez récent. Il y a quelques semaines, ouais. Il y a quelques semaines. Merci d'avoir accepté l'invitation, Jean. Et donc voilà, là c'est aussi évidemment intéressant d'avoir un peu cette complémentarité, un nouveau média, une nouvelle manière de faire de l'information. On en parle beaucoup. Et à ta gauche, notre dernier invité, Julien Sofianos. Julien, merci d'avoir accepté l'invitation. Tu es le rédacteur en chef en charge du pôle vidéo au Parisien. Oui. Ça fait 8 ans que je travaille au Parisien, 6 ans que je suis fait partie intégrante de l'équipe vidéo du journal et 2 que j'en ai la charge. Voilà. Exactement. Merci à messieurs d'avoir accepté l'invitation. Alors pour structurer un peu l'échange, j'ai identifié 6 grandes dynamiques qui font évoluer les habitudes de consommation, sur lesquelles je vais essayer de voir comment vous, nos invités, dans vos médias, avec vos rôles respectifs aussi, vous adaptez. Alors j'ai identifié la consommation fragmentée, on en a un peu parlé, le côté multiplateforme et la dominance des formats courts, c'est quelque chose aussi dont on parle beaucoup. Le déclin de la confiance et la montée de l'information participative. La personnalisation des contenus et les algorithmes, la prépondérance des algorithmes dans la manière dont on consomme l'information, le retour de l'abonnement et du contenu de qualité, la montée du format audio, donc podcast, audio news, livre audio aussi, dont on a parlé récemment avec l'arrivée de gros catalogues sur Spotify notamment, et enfin l'intégration de l'intelligence artificielle et du journalisme automatisé. Donc c'est aussi une tendance qui dans la manière de consommer l'information, sur laquelle je vous demanderai de réagir. Donc tout d'abord la consommation fragmentée sur les multiplateformes de dominance des formats courts. On l'a vu, on consomme sur une multitude de canaux, que ce soit évidemment les sites, les écosystèmes des éditeurs, mais aussi des newsletters, les réseaux sociaux, les plateformes vidéo, des podcasts. Donc c'est un paysage un peu éclaté où chaque utilisateur a son propre flux d'informations selon ses
préférences. Ça entraîne donc cette fragmentation dont on parle, et tout le monde navigue en cherchant un peu des formats courts, dynamiques, visuels, particulièrement populaires auprès des jeunes générations. Je vais commencer peut-être par toi, Lou, si tu veux bien. Comment, chez Ouest France, vous adaptez à cette fragmentation et à cette montée des formats courts ? Alors, il faut toujours rester évidemment en veille sur ce qui se passe, sur ce qui est nouveau. L'intérêt en travaillant sur les réseaux sociaux, c'est que ça bouge tout le temps et qu'on peut faire des tests. Alors c'est parfois très intéressant et parfois très compliqué dans le sens où il faut évidemment des équipes dimensionnées pour pouvoir s'investir à fond sur des nouvelles plateformes. Je pense notamment à Twitch justement, sur lequel on s'y était essayé il y a quelques années, mais on n'a pas réussi à transformer l'essai parce que, et Jean ne me contredira pas, c'est énormément de boulot pour pouvoir se tailler une place. Donc sur les formats courts, ça fait quelques années qu'on s'y met avec l'émergence de TikTok, et dès qu'il y a un nouveau réseau qui apparaît, il y a toujours une phase un petit peu d'observation, de se dire est-ce que ça vient par percer, est-ce qu'il y a un intérêt de dépenser du temps justement pour s'adapter. Et on l'a vu avec la convergence d'Instagram vers les formats courts ou de YouTube vers les formats courts. On savait très bien au fur et à mesure qu'il fallait vraiment investir ces nouveaux formats. Donc on a vraiment essayé d'intégrer au sein des réseaux sociaux, et pas spécialement au sein de la vidéo d'ailleurs chez Ouest France, même s'il y a une convergence, la création de formats natifs dédiés aux formats courts rythmés, vraiment spécialisés façon réseaux sociaux. Et est-ce que vous avez ajusté ou modifié votre stratégie éditoriale justement pour adapter à ces contenus courts ? Disons que notre stratégie éditoriale, j'ai un exemple très simple, c'est que chaque année, en tant que manager, je fais les entretiens annuels, on fixe les objectifs de l'année à venir, et chaque année, au bout d'un an, on se rend compte que ce qu'on a fait, c'était littéralement pas ce qu'on avait prévu, parce que quand on travaille sur les réseaux sociaux, il faut s'adapter tous les 3 mois, tous les 6 mois, le service change d'organisation, donc on est en constante adaptation pour répondre en fait aux besoins évolutifs de ces structures. Ouais. J'ai passé la parole à Julien, si tu veux bien, pour le Parisien, donc avec l'essor des plateformes vidéo, évidemment YouTube dont on a beaucoup parlé, les réseaux sociaux plus globalement. Comment est-ce que vous adaptez le contenu vidéo pour qu'il soit consommé efficacement sur différents supports, tout en maintenant sa pertinence éditoriale, et avec ce challenge des formats courts, prendre le temps d'expliquer, il y a un vrai challenge là-dessus. Moi, j'ai eu de la chance. C'est-à-dire qu'il y a de nombreuses années maintenant, la direction générale du Parisien a cru dans le développement de la vidéo et a su qu'il fallait investir massivement pour développer une équipe. Et chaque année, c'est ce que disait Lou, un nouvel objectif s'impose à nous. Ce n'est pas un choix délibéré, c'est le mode de consommation qui change, ce sont les nouvelles plateformes sociales qui arrivent, ce sont les historiques comme YouTube qui créent de nouveaux formats comme la plateforme Shorts. Et donc, chaque année, il y a une nouvelle vague d'investissement à faire. Ce qui était fait aux Parisiens, c'est qu'on a des gens qui sont plutôt spécialisés. On n'adapte pas le contenu, on crée le contenu en fonction de la plateforme sur laquelle le travail journalistique est voué à être publié. Donc, il y a une écriture différente en fonction de si on cherche à toucher Instagram, YouTube, TikTok, pour être dans cet environnement-là. YouTube Short, évidemment. Et puis, si on cherche à travailler sur ce qu'on appelle le 16/9e, le reportage, l'explainer, sur YouTube principalement, on va travailler avec une équipe qui est la même, mais avec des codes d'écriture qui sont, eux, tout à fait différents. Ça marche pas d'adapter les vidéos, etc. Il y a forcément, à un moment donné, vous avez investi, ça vous a coûté du temps de faire des vidéos, de fabriquer des vidéos. Je ne vais pas dire que juste la tentation, elle est là, mais ça peut fonctionner. Par exemple, un reportage sur une tendance, ce qu'on aime aux Parisiens, repérer les phénomènes sociétaux de fond et puis les faire émerger et en parler, notamment ceux qui touchent la jeunesse. On peut tout à fait le traiter sur YouTube en 5-6 minutes et l'adapter et le diffuser sur une plateforme comme Instagram en 9/16e. Pour autant, sur ce qui est l'actu brute, la hard news ou raconter des histoires, la restriction de temps disponible pour raconter l'histoire fait qu'on travaille différemment. On va peut-être aller plus droit au but, prendre moins de circonvolutions sur une plateforme comme TikTok que sur YouTube. Ouais, c'est pas trop frustrant pour les journalistes quelque part de se dire je dois aller droit au but, mais en fait je peux pas prendre le temps de faire une analyse, de vraiment expliquer, etc. Il n'y a pas un sentiment de frustration. Je crois qu'il y a plusieurs. Il n'y a pas de portrait robot du journaliste type. Moi, je travaille avec des gens, j'ai 45 ans, ils en ont 20.
de moins que moi, je suis un dinosaure. Et ils ont grandi dans cet environnement-là, pour la plupart ils ont baigné là-dedans et ils sont câblés de cette manière-là, ils sont en capacité de raconter des histoires sur 1 minute, ou sur 3, ou sur 5, en fonction de la demande qu'on leur passe et de l'intérêt aussi qu'on peut y trouver. Certaines histoires peuvent mériter 59 secondes et d'autres peuvent mériter 30 minutes. Ouais. Voilà. Merci, je vais passer à Jean si tu veux bien. Donc toi, bon, évidemment la fragmentation des audiences. D'ailleurs, je pose la question, tu es sur Twitch, tu es sur YouTube, est-ce que tu subis quelque part cette fragmentation des audiences ou ça reste encore très simple pour toi? Non, c'est pas une fragmentation des audiences, c'est la même audience à qui je donne des choses différentes en fonction du temps qu'elle est prête à accorder à ce que j'ai à lui donner. C'est ça, mais il y a quelque chose qui est important dans ce que tu dis, tu parles de formats courts, mais tu oublies de dire que c'est des formats verticaux. Et ça change tout. C'est les formats verticaux qu'on consulte sur un téléphone portable. Techniquement, tu veux dire, ça change tout? Bah, ça change parce que l'usage n'est pas exactement le même. On regarde un écran au format 16/9 sur un ordinateur portable ou sur un ordinateur de bureau, quand on est assis derrière un bureau, assis sur un canapé ou allongé dans son lit. Mais quand on est à l'extérieur, quand on est dans le métro, quand on est dans la salle d'attente du médecin, etc., là, on va regarder des formats verticaux qui sont beaucoup plus et naturellement plus faciles à faire de manière très courte, parce que le temps qu'on a accordé à son portable, c'est effectivement du snacking, ça va beaucoup plus vite. Alors que, et ça a toujours été la tension chez YouTube, les formats YouTube habituels sont des formats en 16/9, sont des formats qu'on regarde sur un écran au format 16/9. Et quand YouTube a débarqué avec les shorts, parce qu'ils voulaient rattraper le retard qu'ils avaient sur Instagram et sur TikTok, ça a énervé une grande partie de la plateforme, y compris surtout les personnes les plus habituées aux formats les plus 16/9 classiques, et ils ont essayé de forcer, ils ont fait vraiment un forçage pour faire passer les shorts. Bon, ça a gueulé à tel point qu'ils ont fini par reculer un petit peu pour laisser les shorts uniquement sur l'application mobile de YouTube. Tu peux toujours tu peux les voir sur le web, tu peux toujours les voir, mais l'application mobile de YouTube, effectivement, elle a vocation à concurrencer Instagram et TikTok. Mais YouTube, historiquement, n'a pas vocation à concurrencer Instagram et TikTok. D'ailleurs, on remarque depuis le Covid que les formats qui marchent le mieux sur YouTube sont des formats très longs. Il y a un retour de la slow TV, il y a un retour du format storytelling. Les chaînes qui cartonnent depuis quelques années maintenant, c'est des formats comme Feldup, comme The Great Review. Regardez ce qu'a fait Inox avec Kaizen. Tu vois, alors lui, bon, il y a mis les moyens, il est allé au sommet de l'Everest, mais il a quand même produit un documentaire long. C'est très long. Oui, quasiment 3 heures. Et ça se regarde et ça prend du temps. Et sur Twitch, je t'en parle même pas. Sur Twitch, c'est 3 heures la moyenne d'une émission. Donc ça choque pas effectivement, parce que on pourrait dire voilà, ton audience elle est relativement jeune. Je sais pas si tu peux donner quelques chiffres un peu d'audience que tu as sur Backseat. Il faut savoir que Twitch ne donne aucune information. Il y a la présidente de la CNIL qui est avec nous, ça fait plaisir, parce que Twitch ne donne aucune information sur le public qui regarde Twitch. Ils n'en ont aucune. C'est plutôt une bonne chose. Moi, je me suis posé la question de savoir qui était mon public, donc j'ai fait une enquête sociologique à l'arrache en demandant aux gens, bon, racontez-moi, vous êtes qui, vous avez quel âge et tout. Donc je peux vous dire qu'ils ont 24 ans en moyenne, que c'est en grande partie des garçons à cause des représentations du jeu vidéo et de Twitch. Je peux vous dire qu'ils sont très bien répartis sur le territoire. On retrouve les foyers étudiants, mais on retrouve aussi des jeunes en territoires ruraux, outre-mer, à l'étranger aussi. Voilà, qu'est-ce que je peux te dire de plus ? En termes de volume, d'audience, de viewers que tu peux avoir en live, qu'on ait un peu une idée de... C'est très difficile à regarder parce qu'en fait, on ne peut pas comparer les audiences des impressions Facebook, des vues YouTube, du nombre de viewers Twitch, etc. Ça représente des choses tellement différentes, c'est très compliqué à comparer. Une émission Backseat, ça peut monter à 10 000 viewers en simultané en train de regarder, ce qui nous place dans le top 3 France du jeudi soir. En général, quand on fait ces audiences-là, et en nombre cumulé de vues, ça, avec les vidéos YouTube, les replays et les shorts, on monte à entre 350 000 et 1,5 million de vues par émission, uniquement sur Backseat. Et donc toi, ce côté un peu instantané, justement, je voulais Backseat, c'est un talk show, un format long. Comment tu t'es adapté justement à ces formats très courts, justement vertical, etc. C'est quelque chose de très naturel? Moi, je m'y suis assez peu adapté en réalité. Moi, je suis un streamer, je suis sur Twitch, donc je produis du 16/9, je produis du format long et interactif. Pour ce qui est des shorts et d'Instagram, je suis loin d'être un champion, donc je fais des adaptations de vidéos. Donc je prends des extraits de vidéos YouTube que je balance. Mais honnêtement, j'ai très très peu de stratégie de développement sur les formats verticaux. C'est pas du tout un truc qui m'intéresse. Oui, c'est un choix délibéré. Ça ne t'intéresse c'est un choix pas éditorial parce que ce que je fais, c'est de la vulgarisation politique et je suis désolé, je peux rien vulgariser en 20 secondes en fait. Je peux essayer, mais ça prend du temps. Ça rejoint un peu, tu vois, la question que j'avais justement tout à l'heure. Est-ce que dans des formats très courts, tu peux aller au fond un peu des Non. Dans les formats très courts, tu peux sur la politique. Tu peux piquer la curiosité. C'est tout ce que tu peux faire. C'est du teasing. Les gens, ils t'accordent 2 secondes de temps de cerveau disponible. En 2 secondes, tu peux juste marquer des points où le mec se dit tiens, c'est intéressant ce sujet. C'est tout ce que tu vas gagner.
Et éventuellement, si vraiment tu as la chance, il va cliquer sur ton lien pour aller regarder ta vidéo un peu plus longue dans laquelle t'expliques. Ouais. Mais c'est rarissime. Enfin, le taux de conversion, il est ridicule. C'est aussi le problème d'investir du temps et de l'énergie sur Instagram, sur TikTok, etc. C'est que on est dans un flux, on est en concurrence avec des gens qui sont en Chine, aux États-Unis, qui produisent des contenus hyper marrants, hyper catchy, hyper machin. Et toi, tu débarques, t'as le droit à 2 secondes de temps de parole pour dire au fait, j'aurais te parler d'un sujet d'actualité, Michel Barnier, tu vas te terminer. Hop là. Tu vois. C'est clair. C'est horrible en fait. Donc moi, c'est aussi pour ça que je déserte les formats verticaux courts. Très clair. Julien, là-dessus, je ne sais pas, est-ce que ce côté teasing vers d'autres vidéos, c'est quelque chose qui vous parle ? Nous, c'est quelque chose qu'on fait pas. Parce que c'est des produits éditoriaux à part entière. Déjà, on n'a pas de talk. Donc, il faut avoir une émission longue pour pouvoir isoler des capsules et en faire, essayer de tenter un renvoi, vaille que vaille, vers l'émission plus longue et faire en sorte que les gens s'informent plus au long. Après, je pense que j'en parle vraiment là de ce qui est short, quoi, 59 secondes. Mais on voit que là, YouTube, ils sont en train de... ils ont changé, on est hier, le 15 octobre, les shorts sont passés à 3 minutes. Là où YouTube, en fait, contraignait finalement les créateurs de contenu à faire du très court, 59 secondes, quand sur TikTok, la limite est à 10 minutes, quand sur Instagram, vous pouvez poster beaucoup plus long si vous utilisez le feed. C'est YouTube finalement qui contraignait depuis 2 ans les gens à poster du 59 secondes. Parce que créer un contenu de 59 secondes, un autre de 3 minutes sur Insta et ainsi de suite, c'était assez compliqué en termes de charge de travail et en coût du travail aussi. Donc je pense que ça va changer. La limite de 3 minutes va amener les créateurs de contenu à de nouveau essayer de faire plus long. Alors 3 minutes, c'est pas fantastique, c'est quand même, j'en conviens. Mais moi j'ai déjà posté des 14 minutes sur TikTok. Non, 2 fois 8 minutes sur TikTok. C'était un explainer sur une série Netflix dont j'ai oublié le nom, mais qui était un théorème scientifique qu'il fallait qu'on explique, qu'on avait mis sur YouTube sur 16 minutes, qui avait très bien marché. Et on s'est dit, bon, vas-y, on va tenter. Sur TikTok, les premiers retours, c'était « Waouh, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais comment c'est long ?» Et puis finalement, il y a eu une bascule, et on s'est rendu compte que les gens, ils avaient aussi cette capacité d'attention si le sujet les intéressait. Et très vite, on a vu des commentaires disant « Non, mais première fois de ma vie que je regarde 8 minutes non-stop sur TikTok. » Et donc je crois que les gens, ils sont aussi ce qu'on leur donne. Si on leur donne 30 secondes, ils vont peut-être nous accorder 3 secondes. Et puis si on fait ça bien sur 8, 10 et peut-être bientôt beaucoup plus long, ils sont prêts aussi à se poser. Voilà. Bon, ce cas, c'est qu'on dépend toujours des plateformes et des formats qu'elles imposent quelque part de respecter. Deuxième grande dynamique, le déclin de la confiance, montée de l'information participative. Je cite encore le Reuters, le Digital News Report du Reuters Institute, qui met en avant une érosion de la confiance envers les médias traditionnels, renforcée par les fake news et la polarisation, donc qui pousse une partie de l'audience à se tourner vers des sources alternatives ou des communautés en ligne. On voit beaucoup ça dernièrement pour obtenir des informations. Les plateformes comme Reddit ou les forums spécialisés deviennent des lieux où l'information est discutée, parfois co-construite, créant une dynamique d'information participative. À la lumière de ce que je viens de dire, Lou, comment est-ce que vous gérez la relation avec une audience, alors, notamment, encore une fois, plus jeune, je vais un peu sur ce que tu fais sur Colloque, donc qui se méfie des médias traditionnels. Qu'est-ce que vous mettez en place pour reconstruire la confiance avec ce public ? Alors c'est un gros travail. Déjà sur l'audience générale, pour te répondre. Oui, c'est même général. Parce que effectivement sur les réseaux sociaux, mon service, on est en première ligne. Là, les commentaires, clairement, on a vu cette bascule aussi au moment du Covid. Clairement, il y a eu déjà l'effet gilet jaune auparavant, et le Covid a, je pense, enfoncé un clou supplémentaire de cette défiance envers les médias. C'est compliqué de rattraper le coup, je dirais. Donc ce qu'on a fait quand on s'est intéressé au projet qu'on a rencontré du coup pour le projet Colloque, donc au niveau on a rencontré des jeunes, etc. On a parlé avec différentes écoles, différentes classes, tout ça pour voir eux ce qui les intéressait, ce qui les motivait. On a identifié quand même 4 piliers qui permettent en tout cas d'essayer de retravailler cette confiance envers les médias et envers l'information. Le premier qui est très classique, c'est l'incarnation. C'est quelque chose que le journalisme met de plus en plus en avant, y compris le journalisme traditionnel, la presse qui vient de la presse écrite, donc comme c'est le cas de Ouest France, à travers les vidéos où on va de plus en plus voir le journaliste en fait. L'immersion,
Donc ça, on y croit beaucoup. Donc à travers Colloque, ce qu'on veut faire, c'est que le journaliste n'est plus seulement témoin, mais il va être acteur en fait de l'histoire. C'est l'idée d'accompagner les gens, de vivre 24 heures dans la peau d'eux. Là encore, c'est pas une nouveauté parce que c'est des formats qui répondent, enfin qui sont très souvent vus sur YouTube justement, où les gens apprécient beaucoup ce genre de contenu. L'interaction qui est véritablement primordiale, qui a été amenée évidemment renforcée par des structures comme Twitch, etc. Et le dernier point, j'aurais bien voulu trouver un 4e I, mais si vous trouvez une manière de le dire, donc interaction, incarnation, immersion et authenticité. Donc si vous trouvez un I pour dire ça m'aiderait. Vous êtes tous preneurs, ouais. Donc l'authenticité, c'est l'idée justement de faire un projet. Là, le projet, on l'a construit avec une petite équipe et montrer les coulisses à travers des shorts justement, montrer un petit peu l'envers du décor, montrer comment on fabrique un reportage, etc. Mais là encore, c'est des choses qui sont complètement adaptées de formats classiques de YouTube. Moi, je suis un enfant de YouTube, si je peux dire. L'idée est venue tout bêtement parce que moi, je regarde beaucoup Le Joueur du Grenier, qui fait des reacts de ses propres contenus. Et on s'est dit, pourquoi on ferait pas ça avec des reportages, en fait? T'es journaliste, tu racontes comment tu as fait ton reportage, pourquoi t'es l'expert, comment je l'ai fait, pourquoi j'ai sélectionné cet angle-là et tout. Et ça, je pense que ce sont des choses qui manquent vraiment et qui permettraient de reconstruire la confiance et de montrer simplement toute la transparence, la simplicité, en fait, qu'est la matière journalistique. Et vous avez des retours là-dessus de ça marche? Est-ce que c'est... On s'est lancé il y a 15 jours, donc pour l'instant, on n'a pas encore un peu trop... tôt pour avoir oui, voilà, les on n'a pas résultats, trop fait de com, on attend d'avoir des choses à montrer. Julien, au Parisien, est-ce que justement le côté un peu incarnation, qui est plus facile sur la vidéo dont tu t'occupes, comment est-ce que vous réagissez face à l'érosion de cette confiance? En fait, j'ai pas grand-chose à ajouter à ce que vient de dire Lou. Je suis complètement d'accord. En fait, il y a un modèle qui s'est imposé à nous, ce sont les créateurs de contenu. Ils nous ont ouvert la voie, quoi. Les médias avaient cette espèce de... Le titre pesait beaucoup, hein, Le Parisien et d'autres, et on savait pas vraiment qui était derrière, puisque c'était des plumes, des signatures, mais c'est des gens qu'on n'avait jamais vraiment identifiés. Et c'est quelque chose qui est dur à changer dans un média traditionnel. Parce qu'on parle de 80 ans d'histoire pour le titre dans lequel je travaille, 80 ans d'une mécanique qui est celle-là. Et aujourd'hui, tout le monde a bien senti que pour parler aux plus jeunes, et pas que, hein, finalement, puisque toute la société est concernée par cet enjeu-là, il faut que les gens nous identifient, qu'on leur ressemble, qu'on leur montre qui on est, comment on travaille. Je souscris à ce que dit Lou, et puis sans doute Jean aussi, c'est-à-dire qu'on cherche à incarner quelque chose, avoir des programmes, à respécialiser les journalistes de la vidéo, qui étaient avant des gens, au tout début du service vidéo du Parisien, qui faisaient, on va dire, on appelait ça des journalistes généralistes. Hein. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir des journalistes qui sont spécialisés au même titre que des rubricards. Hein, des journalistes spécialisés dans les faits divers, des journalistes spécialisés dans l'économie, la consommation, la société, qui seront en vidéo des points d'appui pour les gens qui nous regardent. Ouais, évidemment, et pour être des références à terme en la matière. Merci Julien. Jean, effectivement, bon, alors toi évidemment tu t'es créé sur Twitch, donc le côté interaction, le chat, etc., c'est quelque chose qui est dans ton ADN. Tu penses que cette interaction, ce modèle de confiance quelque part est important, c'est la clé pour avoir confiance dans un média? Oui, c'est une des clés. Je rejoins exactement ce que tu disais sur l'importance de montrer la réalité de la méthode de fabrication de ce qu'on vous produit. Regardez, on va vous montrer comment on fait nos reportages. En fait, les gens, ils sont curieux de ça, ils ont envie de savoir. Et effectivement, ils vont se sentir beaucoup plus en empathie avec un journaliste qui vient leur parler de ses doutes, de ses hésitations, de ses galères aussi, juste des problèmes qu'il a eu et tout. Et effectivement, Twitch, c'est une plateforme qui a au cœur de son ADN la capacité à discuter en direct avec son public. Le fait qu'un stream, c'est une conversation, c'est pas une émission. Il y a quelque chose de... Moi, quand je commence un stream, je demande toujours aux gens comment ça va aujourd'hui, racontez-moi votre journée. Sur le chat, hein, j'entends. Sur pas, le chat, pas voilà. Forcément avec tes chroniqueurs et les invités. Non, c'est même, là, tu parles vraiment de la communauté. Hein. T'as une différence entre Backseat, qui est mon émission du jeudi, qui est un talk show en plateau avec des chroniqueurs, qui est effectivement un peu spécial. Là, je te parle de toutes mes autres émissions chaque jour. Toutes mes autres émissions chaque jour où je fais de la vulgarisation politique, où je parle d'actualité, où je ne fais pas de l'actu, moi. Hugo Décrypte, il fait de l'actu. Moi, je fais pas de l'actu, je l'analyse. Pas tout à fait pareil. Je l'analyse, je l'explique et je fais de la pédagogie. Et effectivement, tout se fait dans une interaction permanente avec un public qui est en recherche de cette interaction. Et comme tu le disais, effectivement, le caractère de l'incarnation.
Moi, je ne prétends à rien d'autre que ce que je suis, un streamer sur Twitch qui va vous parler de politique. Je suis pas journaliste, je suis pas professeur, je suis pas un sachant au-dessus. Je connais 2-3 trucs en politique, je peux vous les apprendre parce que c'est cool. Mais je suis un pote, tu vois. Il y a un côté, je stream en charentaise, hein. Et les gens le savent. Enfin, je suis à la maison, les gars. Enfin voilà. Et t'as pas justement le risque qu'en étant comme ça, ta communauté à un moment donné prend le contrôle dans le débat et le débat se déporte sur le chat et tu maîtrises plus forcément la conduite éditoriale du débat. Ça, c'est un métier. Moi, ça fait 10 ans que je le fais. C'est un peu particulier. Oui, c'est vrai. Il y a un moment, il faut maîtriser son stream, maîtriser son tempo, maîtriser son rythme, maîtriser là où on va. Il faut savoir le faire. Au début, t'apprends. Tu sais pas faire et t'apprends. Parfois, tu te fais déborder. Parfois, il se passe rien. Parfois, les gens se font chier. Ça s'apprend et c'est difficile. Mais non. Tu maîtrises toujours ton stream. C'est toi qui es à la tête du truc. Donc non. C'est important, mais c'est bien de le rappeler. On va passer, si vous voulez bien, messieurs, en fait, troisième grande dynamique, qui est la personnalisation des contenus et les algorithmes, qui jouent un rôle central dans l'information, la manière dont l'information est présentée au public, grâce à la personnalisation des flux sur les réseaux sociaux, les services d'information. Chacun voit son contenu différent, ce qui peut mener évidemment à une bulle de filtre. On en parle depuis des années de ces bulles de filtre, mais elles existent, elles sont plus ou moins volontaires. Donc je voulais un peu voir comment vous vous adaptez à ça. Julien, je te laisse peut-être commencer. Ces algorithmes qui jouent un rôle central dans la distribution des contenus, comment est-ce que vous veillez aux Parisiens à ce que vos contenus atteignent les bonnes personnes ? Mais alors moi je suis heureux que les gens soient dans ma bulle de filtre. Je suis un journal, je représente un journal à travers le service vidéo et je n'ai qu'une envie, c'est que mes contenus soient le plus vus, le plus streamés et les plus partagés possible, tout en respectant la ligne éditoriale qui est celle de mon canard. Ouais. Donc, quand tu achètes Le Figaro, Le Parisien ou Libération, je vais le dire de manière peut-être un peu provocatrice, mais tu es dans une bulle de filtre. Hein, tu choisis le contenu que tu veux. Pour moi, la bulle de filtre, on parle de désinformation. Ouais. Donc, je considère que je ne fais pas de désinformation, mais que je fais de l'information. Donc, j'essaie de parler au plus grand nombre, de toucher d'être le plus exhaustif possible dans ce que je pratique comme journalisme, mais je considère pas que je filtre les gens à travers mon travail. Ouais. Voilà. J'essaie plutôt de les amener vers moi pour qu'ils me fassent confiance et qu'ils pensent que Le Parisien en vidéo est un journal de qualité en qui ils peuvent avoir pleine confiance. Voilà. Encore faut-il qu'ils viennent chez vous. Là, ce qui m'intéresse sur les algorithmes, c'est la manière dont les algorithmes sur les réseaux sociaux, notamment, jouent un peu le rôle de rédaction en chef. Ils mettent en avant un peu ce qui fonctionne. Tu peux pas parler de tout. On parlait justement de monétisation des contenus sur les algorithmes. Si on utilise certains mots-clés, tu vois, c'est pas évident d'atteindre les personnes sur les réseaux sociaux. Alors là, je parle en dehors de chez vous, parce qu'il faut respecter ces algorithmes pour sortir. Et donc, tu as un côté, quelque part, rédaction en chef. J'ai mis ce terme, j'ai lu sur un article, je crois, de Métamédia, où si on veut sortir, si on veut parler, par exemple, de viol, bah, ça va pas sortir parce que c'est pas accepté par l'algorithme, etc. Oui, mais moi, c'est vrai que cet aspect-là est assez frustrant quand on travaille sur des plateformes qui sont des plateformes tierces, qui ne nous appartiennent pas. Mais moi, je ne renoncerai pas à traiter d'un sujet qui est dans l'actualité ou qui est un phénomène de société ou qui me paraît important parce que le sujet sera démonétisé ou viralisera pas de manière suffisamment satisfaisante, quoi. Ça, c'est une espèce de point cardinal qu'on doit se fixer quand on travaille dans une rédaction, c'est qu'on traite les sujets comme on entend les traiter, en fonction de l'actualité qui s'impose à nous ou qu'on a choisi de traiter, et le reste, c'est pas que c'est accessoire, mais c'est qu'on doit faire avec. Il faut faire avec. Lou, tu partages justement, là, si on parle des 18-25 que vous cherchez à toucher avec Coloc, qui a priori ne viennent pas sur Ouest France. Enfin, sauf si tu me dis, mais ce serait plutôt une surprise. Il y en a un petit peu quand même. Il y en a un petit peu quand même, mais j'espère. Voilà, comment vous faites pour vous adapter ce contenu pour qu'il soit visible sur les plateformes ? Alors, je souscris ce côté algorithme, quelque part. Complètement à ce que dit Julien. On est vraiment tributaire du coup de ces plateformes qui sont externes. En interne, surtout au niveau de la rédaction, ce que j'explique très souvent, c'est qu'on est vraiment sur des méthodes de travail qui vont être très différentes sur les réseaux sociaux. Déjà, il faut expliquer ce qu'est l'algorithme, qui n'est pas toujours très bien compris, alors que c'est très très simple. En définitive, ça veut juste dire qu'un contenu qui va être jugé pertinent, ça veut dire qu'il va être vu longtemps, ou qui va être très cliqué, qui va susciter de l'interaction. C'est ça un contenu pertinent pour les réseaux sociaux, et il va être plus mis en avant. Donc notre objectif est constamment de mettre des contenus
pertinent pour maximiser la visibilité, tout en étant évidemment aligné avec l'actualité et ce qui fait le sujet du jour. Mais c'est la même chose en fait en définitive que choisir la une du journal. Au final, on va choisir la une en fonction d'un sujet qui va faire poids. Là, on choisit un sujet qui va faire poids sur un contexte de lecture spécifique. C'est ce qu'on disait au début, c'est ce que Jean relevait. Le contexte de lecture des réseaux sociaux va être un petit peu différent parce que c'est souvent sur des temps de trajet, etc., des temps d'attente où on a finalement peu d'attention de la part du lecteur. Donc il faut qu'on puisse s'inscrire dans ce contexte qui va être différent, où on est en concurrence effectivement avec des gens du monde entier, avec des proches aussi de nos lecteurs et de nos spectateurs en tout cas. Sur Facebook, c'est ce que je dis, les plus grands concurrents sur Facebook, c'est pas les autres titres, c'est le divertissement, c'est la cousine qui passe son bac, c'est le cousin qui va à un spectacle, ce genre de choses. Et nous, il faut qu'on puisse s'insérer avec de l'actualité là-dedans, ce qui est assez compliqué. Oui. Donc l'objectif, c'est de faire des contenus bien taillés pour ces supports, en sachant que chaque support, du coup, a ses propres codes, et il faut pouvoir répondre justement aux règles du jeu. Tu dis rédacteur en chef, je préfère voir ça comme des terrains spécifiques avec des règles du jeu spécifiques qu'il faut avoir en tête pour tailler les meilleurs contenus possibles. Merci Lou. Jean, de ton côté, toi, est-ce que les algorithmes et les algorithmes de recommandation joue un rôle important dans la visibilité Alors en fait, il y en a très peu sur Twitch, figure-toi. Les algorithmes sont extrêmement puissants sur Insta, sur les shorts et surtout sur TikTok. Sur YouTube, les algorithmes ont pris une place phénoménale depuis que l'onglet découverte a remplacé l'onglet abonnement, qui fait que voilà, maintenant on est tout de suite, on nous propose immédiatement un panel de vidéos, y compris de chaînes qu'on ne suit pas, mais qui sont susceptibles de nous plaire. Donc elle est là l'algorithme, il est là l'algorithme. Sur Twitch, il n'y a pas vraiment d'algorithme en fait. Ils ont mis en place un espèce d'onglet recommandations, mais qui arrive tout en bas de ta page. Tu as d'abord les trucs auxquels tu es abonné, et ensuite le système de recommandation est basé sur ce que les gens qui regardent ta chaîne ont regardé par ailleurs. Ou les gens qui regardent la même chose que toi, qu'est-ce qu'ils regardent par ailleurs. Donc c'est pas un algorithme très bourrin en fait, il est un peu mathématique, hein, il est un peu bête et méchant. Donc Twitch, effectivement, on est un peu protégé de ça. Mais effectivement, on constate, moi en l'occurrence, je m'intéresse à la question de la politisation des jeunes, de l'intérêt que les jeunes peuvent avoir pour des sujets politiques, et je me rends compte que les algorithmes jouent un rôle central dans leur politisation et dans les bulles de filtre. Schématiquement, t'es un jeune de 15 ans, t'es un petit mec de 15 ans, t'es mal dans ta peau, tu regardes des vidéos de musculation, dans moins de 6 mois, tu vas regarder des vidéos de Jordan Bardella. Et voilà, et ça commence. Et le monde et la pensée de la gauche ne te sera jamais proposée, tu la verras pas, tu n'en entendras parler qu'en négatif, etc. Pareil de l'autre côté. Une jeune femme victime d'agression sexuelle, elle va regarder des contenus sur Internet pour d'autres nanas qui parlent, et ben ensuite elle va assez rapidement arriver à des contenus féministes, écologistes, et elle arrive dans la bulle de la gauche. Et c'est d'une puissance phénoménale parce que, effectivement, moi je vois débarquer sur mon chat des gens qui ont des représentations du monde politique qui sont complètement flingués par des algorithmes. Et donc il y a un travail un peu difficile à faire pour les accompagner dans une compréhension un peu plus fine du paysage politique qui ne se réduit pas à les gentils et les méchants. Ouais. Mais voilà, à part de l'éducation, on peut globalement rien y faire. Enfin, je veux dire, les plateformes. Évidemment, non, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud. J'entends parfois parler pendant les campagnes présidentielles, il y a des gens qui discutent à haute voix de est-ce qu'il ne faudrait pas imposer sur Internet des temps de parole aux candidats. Je trouve que c'est une idée absolument dangereuse et qu'il faut surtout pas aller dans cette direction-là, que ça n'a aucun sens d'avoir des temps de parole sur Internet, que ça n'a du sens qu'à la télévision et à la radio. Mais il y a des personnes qui commencent à se poser la question au niveau européen, j'ai entendu ça, d'un meilleur contrôle par les autorités publiques des algorithmes. Alors, c'est toujours sous couvert de très très bonnes idées, hein. Je veux dire, l'Union européenne, elle veut lutter contre notamment Vladimir Poutine qui fout le bordel dans les élections. C'est assez noble comme démarche, je suis d'accord. Après, est-ce que je suis chaud pour que la Commission européenne rentre dans les algorithmes de toutes les plateformes ? Je suis pas persuadé. Donc, ce sont des débats politiques absolument fascinants et il est urgent qu'on les ait parce que on peut pas laisser des géants de la tech dans la Silicon Valley prendre des décisions aussi graves pour nos démocraties en Europe. Il faut à un moment qu'on décide d'un truc. Très bien. Et d'ailleurs, c'est un des combats que le geste mène notamment. Donc, c'est très bien et c'était intéressant de le soulever. On va aller sur la 4e dynamique, parce que je vois que le temps tourne et qu'il y a encore pas mal de sujets, qui est le retour de l'abonnement et du contenu de qualité. Alors, retour de l'abonnement, ça fait quand même déjà quelques années qu'on en parle, puisque voilà, prolifération d'informations gratuites, nombre croissant de consommateurs qui sont prêts à payer pour des contenus qu'ils estiment fiables, approfondis, bien analysés. Alors, je pondère quand même un peu ce propos, puisque dans
Digital News Report, il y avait ce chiffre un peu hallucinant qui disait que 67% des Français ne sont pas prêts à payer 1 centime pour de l'information. Donc bon, il y en a qui sont prêts à payer, mais il y a quand même une vaste majorité qui n'est pas prête psychologiquement à mettre 1 centime. Je trouvais ça un peu fou. Mais il y a quand même une montée des modèles par abonnement. Julien, plus en plus de gens qui payent pour des contenus de qualité. Comment est-ce que vous adaptez votre stratégie vidéo pour inciter les utilisateurs à s'abonner? Est-ce que ça marche? Est-ce que vous avez les équipes marketing dans votre dos pour faire consommer du contenu premium? Comment est-ce que vous vous adaptez à ça? Non, mais moi, je me vois plutôt comme la vitrine pour les gens qui ne payent pas et qui seront peut-être amenés à payer un jour. Alors on peut penser qu'on parle des plus jeunes qui n'auraient pas les moyens de payer, mais finalement ça s'adresse à toutes les tranches d'âge, à toutes les couches de la société. Mon job, c'est de fournir un contenu en ligne avec la ligne éditoriale du journal, un contenu que je crois que j'espère de qualité, et c'est en fait in fine un travail d'image qui un jour peut-être permettra au journal de faire croître son nombre d'abonnés via le travail que fournit l'équipe vidéo sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, en imprimant finalement la marque Le Parisien dans la tête des gens et en essayant de peut-être déclencher un acte d'abonnement. Voilà. Mais je suis pas derrière. Mais les contenus du Parisien en vidéo sont pas derrière un paywall. Voilà. Aucune vidéo? Non, aucune vidéo. Et ça, c'est vraiment une stratégie. Vous n'êtes pas dit, tiens, il y a des vidéos, elles sont suffisamment bonnes, ça va renforcer la valeur de je suis assez persuadé qu'on pourrait être parfois derrière un paywall. On a des séries qui fonctionnent très très bien. Une qui s'appelle Food Checking, qui est sur les grands enjeux de manger bien. Une autre sur le vélo, les déplacements urbains, qui s'appelle Biclou, qui sont des séries qui marchent très bien et dont je suis assez persuadé qu'on pourrait tenter de les mettre derrière un paywall. Mais moi, je ne travaille pas que sur le site du Parisien, je travaille sur des plateformes qui sont celles qu'on a citées précédemment. Donc ça voudrait dire que je travaille sur un calendrier de publication décalé ou que ces vidéos ne sont jamais accessibles sur d'autres plateformes que celles internes au site du Parisien.fr. En fait, c'est plein d'enjeux comme ça qui viennent s'accumuler et sur lesquels je pense que finalement, la gratuité, le travail d'image peut être aussi payant pour le journal sur le long terme que cette volonté à tout craint que quelqu'un paye une fois, 2 fois ou même 10 pour visionner un reportage de l'équipe vidéo du Parisien. On pourra en discuter, c'est intéressant, mais vous regardez quand même la manière dont ces vidéos, certaines convertissent sur de l'abonnement ou ce genre de choses, c'est des métriques que vous regardez? Je regarde comment ces vidéos convertissent sur les plateformes sur lesquelles je publie. Ouais. Donc évidemment, YouTube, Instagram, TikTok. Mais ce que je peux dire, par exemple, sur le travail de la vidéo sur le site du Parisien, c'est que dans les enquêtes de satisfaction des abonnés, donc des gens qui payent, la vidéo qui est pourtant gratuite apparaît comme un des points de satisfaction des abonnés du journal. C'est-à-dire qu'ils restent abonnés en partie pour un contenu qu'il leur est offert. Qui sont gratuites par ailleurs. Exactement. Voilà. Ça, c'est pas mal. Même question pour toi, Lou, sur est-ce que votre stratégie vidéo, alors les 18-25 colloques, c'est un média qui est gratuit, payant? Gratuit. Ça faisait partie évidemment des axes de réflexion. On savait très bien que sur la cible 18-25, ça allait être difficile surtout avec le contexte économique actuel, de leur dire dépensez de l'argent pour vous informer. En plus, c'est une génération qui évidemment est née avec Internet, et sur Internet, on a été très longtemps habitué à ce que sur Internet tout soit gratuit. Ouais. Donc c'est très compliqué même pour de l'information, et on le voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux, même sur d'autres tranches d'âge sur Ouest France, où on va nous dire pourquoi c'est sous cadenas cet article alors que c'est de l'information, ça devrait être gratuit, tout ça. Donc il y a un gros effort de pédagogie à faire sur le lectorat au global, et sur colloque, l'idée était vraiment de réfléchir à d'autres moyens, d'autres types d'abonnements avec des contreparties autour du serviciel. On a fait des petites projections, des petites réflexions autour de ça pour apporter du concret en plus de l'information, des événements, etc., droit à différentes choses. Et puis à d'autres sources de revenus éventuellement, puisque l'idée en fait de Colloque était de se lancer pas comme un média, mais plutôt comme une équipe de créateurs de contenu, donc de réfléchir potentiellement à de la collaboration commerciale.
tout en gardant en tête donc, la question de la confiance qu'on évoquait plus tôt. Évidemment, dès qu'il y a information et collaboration commerciale en même temps, ça veut dire qu'il faut pouvoir prendre le temps de l'expliquer justement aux spectateurs et spectatrices de comment ça se décide, comment ça se fait, quel est le non-poids sur l'éditorial, parce que l'objectif est quand même d'être libre, évidemment, éditorialement. Donc c'est réfléchir, repenser les modèles en fonction de ce qui fonctionne actuellement sur Internet. Merci Lou. Et effectivement, ce côté, alors je pense que les jeunes, notamment sur les streamers et youtubeurs, ont l'habitude de voir des collaborations. Là, la question, elle va être plutôt pour toi, Jean. On pense souvent quand même streaming, c'est du contenu gratuit. Est-ce qu'il y a quand même des stratégies d'abonnement, de contenu payant, ou est-ce que en tant que streamer, tu es condamné entre guillemets à faire soit un peu de pub, de programmatique, soit du sponsoring avec des annonceurs? Alors, ça existe, la fonctionnalité contenu payant. Sur Twitch, je n'ai jamais vu quelqu'un l'utiliser. C'est un truc. S'abonner ou quoi que ce soit, t'as jamais entendu parler de quelqu'un? Le truc du paywall à l'entrée et tout, je n'ai jamais entendu parler d'une seule chaîne qui a utilisé cette fonctionnalité-là. D'ailleurs, quand elle est arrivée, tout le monde a craché dessus, parce que, évidemment, c'est de la merde. Donc, on l'a jamais utilisé. Les revenus publicitaires de Twitch sont nullissimes. Tout le monde est d'accord pour dire que la régie, elle est éclatée. Donc, en plus, c'est terrible d'interrompre son stream par des pubs. Tu te fais allumer dans le chat. Hein. Moi, je l'ai essayé pendant un mois pour voir si ça me rapportait de l'argent. Je me faisais défoncer. À chaque page de pub, les gens ils hurlaient. Et je les comprends. T'es en train de parler d'un truc, t'as une pub qui vient de couper la parole. C'est horrible. Donc la pub, on la désactive tous. Une grande partie d'entre nous, en tout cas. On la désactive, ce qui fait que du coup il nous reste que le modèle effectivement de l'abonnement payant où Twitch c'est un modèle freemium, c'est-à-dire que tout est gratuit, accessible à tout le monde, et ceux qui s'abonnent en payant, ils ont des petits avantages un peu symboliques, mais c'est tout. Qui sont des gifs, des stickers dans le chat, des manières de montrer qu'on fait partie de la communauté. Tu as accès au replay de l'émission en intégralité, tu as accès à une vidéo en meilleure qualité, il y a 2-3 du soutien, comme ça, c'est du soutien plus que réellement du déblocage de. C'est complètement du soutien. Donc le modèle économique, c'est le modèle du chapeau. C'est en vrai, si 5% d'entre vous pouvez filer une pièce dans le chapeau, franchement, ça permettra de bouffer. C'est comme ça que ça marche Twitch. Et effectivement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est la base du fonctionnement aussi de mon émission Backseat. Pour le coup, Backseat, c'est une grosse production. On est à peu près à un demi-million d'euros par an de budget pour faire tourner cette émission. Et là, pour le coup, c'est pareil. C'est un modèle freemium. Donc, j'ai dit, ma stratégie, c'est d'expliquer au public de manière la plus transparente possible combien ça coûte et comment ça marche. Donc là, tu finances ces 500 000 euros par du soutien de la communauté? À 2/3. À 2/3 par du soutien de la communauté qui paye chaque mois avec un financement participatif, et à 1/3 par des partenaires qui viennent faire des placements produits. D'accord. Et sur lesquels tout le monde est à l'aise et ils ont l'habitude de voir. Et c'est des il y en a qui gueulent, mais je m'en fous. Oui. Non, mais je leur explique. Sûr, je leur dis, les gars, je fais ce que je peux. Moi, j'ai une émission à financer. Voilà. Et ça coûte cher de produire. Et ça coûte cher, une production d'usine. En plus, tu te rends compte à quel point les gens ne connaissent pas, et c'est normal, ils connaissent pas l'audiovisuel, ils savent pas combien ça coûte une caméra, un micro, une régie, une émission, du public, etc. Donc je leur explique, j'en profite pour faire de la pédagogie. C'est cool. C'est bien, il faut. On change avant-dernière dynamique, la montée du format audio. Podcast, audio news, podcast d'actualité format audio qui deviennent une nouvelle manière de consommer l'information. Je pense à Code Source du Parisien qui cartonne notamment, plus de flexibilité aux utilisateurs. Voilà, ça permet aussi un retour à des formats plus longs, narratifs. C'est un autre mode de consommation, d'autres moments dans la journée. Et donc qui contraste avec les formats courts dont on parlait en introduction, puisque là vraiment pour le coup on n'est pas contraint, il n'y a pas de plateforme qui impose une durée. On fait un petit peu ce qu'on veut. Julien, pour ton expertise, là, ce que tu représentes quand même très axé vidéo, on l'a compris, mais est-ce que vous avez observé cette montée du format audio dans votre stratégie et comment vous adaptez à cette tendance et peut-être les ponts qu'il peut y avoir entre les vidéos et l'audio? Est-ce que vous en faites? Il y a plusieurs points. Il y a aujourd'hui, moi, je consomme énormément de vidéos sur YouTube, des formats longs, et la plupart du temps, je les regarde pas. Je les écoute. C'est-à-dire que je dois regarder YouTube 20% du temps. Et 90% du reste, je coupe les oignons et je fais ma ratatouille en écoutant un Sylvain ou d'autres gens me raconter des histoires sur l'actu, sur la grande histoire, sur l'économie. Où l'image n'apporte pas énormément. L'image, finalement, sur YouTube, compte de moins en moins. Il y a beaucoup de... La narration a changé. C'est-à-dire qu'avant, on était très axé reportage, immersion. Il y a encore des chaînes qui le font, mais aujourd'hui, on vous raconte beaucoup de choses face cam. Moi, je prends souvent comme référence Bellemare, Decaux, Guillemin, des gens qui vous regardaient droit dans les yeux, il n'y avait pas d'image d'archives et qui passaient 1h30 à la télé en train de vous raconter la Révolution française ou un fait divers. Et bien, aujourd'hui, YouTube, pour moi, c'est un petit peu ça. Et c'est assez nouveau pour moi comme travail. C'est un switch.
C'est un changement qui est en train de se produire dans mon équipe, dans mon journal, de comment on adopte, comment on s'empare de ces nouveaux modes de narration pour continuer à grandir. Donc la même équipe qui pourrait demain produire de l'audio. Qui va produire de la vidéo, mais de la vidéo qui s'écoute aussi, plus qui ne se regarde. Et puis ensuite, quand on parle de Code Source, et puis il y a Crime Story aussi, qui est un podcast sur les faits divers qui marche très très bien, et on est en train d'essayer de construire des passerelles entre eux et nous pour développer des formats communs, plus longs, peut-être moins montés, plus sur l'ordre de retour sur quelque chose, des coulisses de la création de certains sujets où on va apporter un petit peu plus que sur un format de 20 minutes de Code Source où c'est assez monté, très travaillé, avec de l'archive. Là, on va être sur plus au long, avec une conversation plus entre amis. Très bien. Merci Julien. Lou, est-ce que pareil, vous avez senti cet intérêt croissant? Est-ce que les 18-25 ans écoutent des podcasts? Est-ce que vous en produisez? Est-ce que vous avez une stratégie là-dessus? Alors sur les podcasts chez West France, il y a une cellule qui existe depuis 6 ans maintenant, donc il y a beaucoup de production de podcasts. Après, je souscris complètement à ce que disait Julien. Il y a un véritable intérêt. Je sais plus qui parlait de storytelling plutôt. Donc Jean, la question du storytelling aujourd'hui est hyper importante. Et je pense que le podcast, quand il est né, le podcast indépendant, il y a une dizaine d'années, 10-15 ans en France, pour le marché français, il y avait l'importance du storytelling. Au global, le podcast permettait ça, vraiment prendre le temps de raconter une histoire. Et on parlait beaucoup de formats courts du coup durant cette table ronde, mais c'est vrai qu'on remarque aussi que les formats longs, comme on l'a déjà dit, sont de plus en plus plébiscités par les spectateurs, y compris sur YouTube, parce que ça permet le temps d'entrer dans des histoires, etc. Et on voit des formats de 2-3 heures, comme évoqué, sur un sujet. Donc nous, c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de faire, ces formats storytelling, et on adopte complètement le format qu'évoquait Julien, où on a un journaliste face cam, c'est un des formats de colloque, on raconte. On l'a fait là sur l'affaire P. Diddy, il y a eu un très bon accueil, et on reprend complètement les codes, et effectivement, c'est juste comment on va raconter cette histoire de la manière la plus intéressante possible, et le visuel est très secondaire en fait finalement. Ouais. Mais pour autant, vous exportez ça, vous voulez exporter ça en vrai format podcast ou non, c'est une vidéo à écouter? On le fait en vidéo. J'ai pas noté d'appétit spécifique pour les 18-25 sur le format vidéo, sur le format audio, davantage que sur les générations précédentes. En revanche, sur le côté conversationnel, c'est surtout ça qui est intéressant. C'est pas forcément le format, est-ce que c'est de l'audio, est-ce que c'est de la vidéo, c'est comment on me le raconte. Et je pense que le plus intéressant pour rappeler cette proximité et construire cette confiance, c'est vraiment ce côté conversationnel. Merci Lou. Jean, même question. Alors tu es évidemment quelqu'un qui s'est lancé avec la vidéo. Pour autant, quand c'est du fast cam, c'est peut-être des choses qui peuvent s'écouter. Comment est-ce que tu appréhendes, toi, ce format audio? Comme Julien, moi je constate que alors c'est très difficile à estimer, mais je pense que c'est une majorité des personnes qui ne regardent pas ce que je fais, qui écoutent ce que je fais. Ils me mettent sur un onglet sur le côté et ils font autre chose. Ils jouent aux jeux vidéo, ils révisent, ils bossent. D'où les Charentaises. Le dress code, tu t'en fiches, c'est juste. Mais ouais, non, mais complètement. Ouais. D'ailleurs, oui, moi aussi, je suis en Charentaise, tranquille. Enfin, on est chacun tranquille chez soi. Faites ce que vous voulez, il y a pas de problème. Je vais parler, on discute, on parle d'actualité, et les gens font autre chose. Ils font du jardinage, ils font les corvées de ménage. Il paraît que j'ai une très belle voix et que ça aide les bébés à s'endormir. D'accord. Donc sachez-le, je peux leur parler de 49.3. Apparemment, ils adorent ça. Donc voilà, donc oui, j'ai tendance à l'oublier d'ailleurs, parce que moi j'ai quand même une caméra en face de moi, enfin je suis en train de me filmer, et en fait j'oublie que la plupart des gens c'est dans le micro que ça se passe. Et par ailleurs, pour mes formats, alors moi pendant longtemps j'ai eu une très mauvaise opinion des formats YouTube ou des formats Twitch qui étaient mis sur les plateformes de podcast. D'accord. Je trouvais que c'était le truc le plus paresseux du monde et que c'était vraiment à chier, et la morale de l'histoire c'est que je m'y suis mis aussi. Bah ouais, parce que c'est demandé par le public. Oui, parce que c'est d'autres applications, d'autres usages. T'as pas forcément YouTube Premium, donc tu veux écouter en regardant ton truc. Il y a plein de gens qui m'ont dit, je suis désolé, moi j'adore les podcasts, j'en écoute plein. Est-ce que tu pourrais mettre tes émissions sur Spotify, Apple Podcast et tout? Ça m'a surpris parce que moi j'écoute pas de podcast, c'est un format que j'aime pas beaucoup, et donc du coup je le fais maintenant. Ouais. Tu vois, comme quoi. Il faut jamais dire jamais. Voilà. Merci Jean, je vois que le temps passe. J'avais une dernière question qui était sur... 1 minute. Oui, c'est vrai que c'est long. Alors, ça va être juste en vraiment 10 secondes chacun sur l'IA, comment ça vous impacte. Est-ce que vous avez quelque chose que vous faites particulièrement avec l'IA dans ces nouvelles manière de consommer l'information? En vraiment 5 à 10 secondes chacun. On teste, mais rien que des tests en interne, rien vers l'externe. Ok. Jean?
Des tests, mais ça arrive très très fort dans le métier. YouTubeurs qui écrivent leur script intégralement avec l'IA. Maintenant, il y a des IA qui font du montage vidéo. L'un et l'autre vont bientôt aller ensemble et bientôt on va pouvoir demander à des IA de produire intégralement une vidéo YouTube passionnante sur je sais pas quel jeu vidéo. Et d'en faire des vignettes aussi. Et d'en faire des... Alors les vignettes, ça y est, les vignettes makers, les mini makers, les mini makers, ils sont déjà sur de l'IA depuis 1 an ou 2. Ouais. Donc voilà. Non, c'est sympa. Merci Jean. Et toi Julien, enfin? J'ai pas beaucoup plus de choses à dire que ça. On fait des tests et puis après derrière c'est une volonté commune dans le groupe de qu'est-ce qu'on fait pas. Voilà. À suivre. Merci messieurs, merci à toutes et à tous. Merci. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.